partir de 15 heures. Madame, monsieur, bonjour, où que vous soyez. J'espère que vous êtes bien installés chez vous ou ailleurs. Il y en a même qui nous regardent à partir de leur travail. C'est bien, ils ont une télé allumée et ça nous fait plaisir. Canal Algérie, voilà, vous accompagne avec des sujets très intéressants, des chroniqueurs. Et on est content de les recevoir, que ce soit ceux du dimanche ou ceux du lundi. Et justement, comme nous sommes le lundi, aujourd'hui, il sera question de psychologie dans la chronique L'œil du psy. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a intitulé, L'œil du psy, que vous présentera à chaque fois Ledmia Mbarak. Alors aujourd'hui, c'est très simple. Elle va tout nous dire sur la psychologie, la santé mentale, que ce soit dans le monde ou en Algérie. Quelle est la différence entre un psychologue, un psychiatre? Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui hésitent à aller vers un psychologue de par peur de préjugés, voilà, et c'est toute la vie qui peut basculer rien que pour ça. Justement, notre psy va nous dire de quoi il s'agit, elle vous rassurera, elle vous dira toute l'importance de la psychologie, elle est bien installée, Ludmia Mbarak. Alors juste à côté d'elle, monsieur Santé, Hassan Chemach aussi, il fait partie de l'émission, on le retrouve chaque lundi dans sa chronique Votre Santé, parce qu'il s'agit de votre santé justement, et comme vous le savez, hier, nous étions le 1er décembre, et le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et il faut en parler. Hassan a bien préparé son dossier avec des intervenants et pas des moindres. On le retrouve bien sûr dans sa chronique, d'ailleurs dans un tout petit moment. Et puis en deuxième partie, ce sera une partie beaucoup plus détente, beaucoup plus culturelle avec un virtuose du oud. Qu'est-ce que je suis contente et fière de le recevoir aujourd'hui. Alors lui, c'est vraiment l'un des ambassadeurs de la musique algérienne, de la musique du oud également à travers le monde. Il s'agit bien sûr de Oussama Bessissa. Vous allez voir que ce qu'il fait, c'est juste impressionnant. Il viendra nous parler de son tout dernier projet, justement, Lissane Taïr, qu'il a réuni avec d'autres musiciens, mais également, souvenez-vous, elle était là l'année dernière, il s'agit de la danseuse Samara qui vit en Espagne. Et ensemble, ils sont en train de préparer un super beau projet qui devrait voir le jour très prochainement. Il viendra pour nous parler de ce projet avec son instrument fétiche. Bien évidemment, voilà, je pense que tout est dit. On va accueillir déjà les chroniqueurs. Bonjour Ledmia Mbarak, bonjour, ça va? Ça va, merci. Rayonnante. Et vous? Oh, merci. Et je dirais la même chose pour Hassan Chemach. Hein. Lélia, bonjour. Classe, la classe. Merci, merci. Ça va Hassan? Ça va, merci. Alors justement, on va commencer avec vous, Hassan Chemach, dans la chronique Votre Santé. Vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un sujet qui fait l'actualité, puisque nous sommes le 2 décembre, comme ça s'est passé hier. Donc vous étiez dans l'obligation d'en parler aujourd'hui, je dirais. Oui, parler de la lutte contre le VIH-Sida. Vous savez, ce qui est extraordinaire en fait quand on parle de ce dossier, la lutte contre le sida, c'est l'objectif qui a été tracé par les États, par les organisations mondiales. Je citerai l'Organisation mondiale de la santé et l'ONU-SIDA. Vous savez, aujourd'hui, tous les États sont mobilisés, toutes les associations, toutes les organisations sont mobilisées pour un seul objectif, le même objectif, vivre dans un monde sans sida d'ici 2030. C'est extraordinaire comme objectif. Ouais. Du coup, tous les États sont mobilisés et aujourd'hui, en Algérie, l'État algérien a mis en place un programme de riposte, un plan de lutte contre cette maladie. Si on parle en fait de cette maladie au niveau mondial aujourd'hui, on parle des chiffres, nous avons dans le monde 40 millions de personnes atteintes du VIH-Sida. 40 millions. 40 millions de personnes. Et nous n'avons pas encore les chiffres de l'année 2024. Durant l'année 2023, 23 000 nouvelles contaminations. En fait, 1 million de personnes ont été touchées par cette maladie, par le VIH-Sida. Et malheureusement, durant la même année 2023, 600 000 décès. Nous avons enregistré 600 000 décès. Ouais. Alors, en Algérie, l'Algérie est considérée aujourd'hui, bien sûr, grâce au plan de lutte mis en place par les autorités du pays, l'Algérie est considérée comme un pays à faible prévalence. Si on parle de la population générale, la situation est stable. Mais malheureusement, les chiffres sont élevés chez les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables aujourd'hui, c'est les jeunes qui prennent de la drogue et les travailleurs du sexe. Ouais.
Très bien. les liens. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est pour ça qu'il faut, c'est-à-dire faire de la prévention. On revient toujours à ce mot prévention, Oui, n'est-ce pas? c'est notre rôle en fait, vulgariser la prévention, inciter les gens à se faire dépister. Donc vous avez parlé des facteurs de risque Oui. là. Si on parle des facteurs de risque, en fait, il faut savoir qu'il y a 3 modes de transmission de cette maladie. Il y a la transmission sexuelle, il y a la transmission sanguine et il y a la transmission de la mère à l'enfant. Ouais. Lorsqu'une personne a une relation sexuelle non protégée, une personne qui n'utilise pas les préservatifs, peut être atteinte du VIH-Sida. Ouais. Une personne qui échange le matériel d'injection. Là, je parle des personnes qui prennent de la drogue injectable en fait. Quand ils échangent entre eux les seringues, ils peuvent être atteints du VIH malheureusement. Il y a aussi les bébés. Alors les bébés, lorsque la maman est atteinte, le bébé, durant la grossesse, même après l'accouchement, avec l'allaitement, lors de l'allaitement. Très bien, donc ça c'est... Ce sont les 3 modes de transmission. Avant d'écouter vos interlocuteurs, j'aimerais quand même qu'on revienne sur l'intitulé de cette année 2024, Prenons le bon chemin, ma santé, mon droit. C'est l'intitulé qui a été donné pour cette année 2024, pour la journée donc, mondiale de lutte contre le sida. Et j'aimerais aussi revenir sur l'annonce du secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, qui affirme d'ailleurs qu'il est possible de mettre fin d'ici 2030 à la menace que fait peser donc le sida sur la santé publique. Donc ça c'est déjà encourageant. Très encourageant 2030. En fait, c'est ce qui est positif, c'est extraordinaire cet objectif en fait. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, tous les États aujourd'hui sont mobilisés. Il faut voir ici en Algérie, on a en fait ce programme de riposte est très encourageant en fait, très riche. Nous avons créé plus de centres de dépistage partout au niveau du sud, au niveau des 4 coins du pays. On va y revenir justement sur le dépistage dans quelques instants, mais on va écouter déjà votre première interlocutrice, puisqu'il s'agit d'une spécialiste. Oui, c'est la chef de service infectiologie à l'hôpital d'El Kettar. Il s'agit donc du professeur Nassima Achour. Que vous avez rencontré, bien évidemment, et que vous avez interviewé avec votre téléphone, puisque vous travaillez beaucoup avec votre téléphone. Bravo d'ailleurs. On y va, on écoute. Au niveau de toutes les spécialités. Moi, je vous donne un exemple. En moins de 2 mois, on a eu presque 7 malades qui sont venus d'un service spécialisé où, devant une pneumopathie, le diagnostic n'a été évoqué qu'après 2 semaines d'hospitalisation. Donc là, il y a quand même un petit retard. Vous voyez? Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on élargisse, qu'on facilite le dépistage. Ça serait un plus au niveau de tous les pavillons des urgences, au niveau des consultations. Les femmes enceintes doivent être dépistées. Nos enfants qui font des infections à répétition, il faut dépister également. Voilà, donc on revient toujours au mot-clé dépistage. Hassan Chemmache. Oui, comme je l'ai dit, en fait, c'est notre rôle, les journalistes, en fait, de sensibiliser, de vulgariser la prévention. Le dépistage aujourd'hui, vous savez, dans toutes les maladies, le dépistage est important. Lorsque on découvre la maladie à temps, on a plus de chances de survie, puisque les traitements aujourd'hui sont disponibles. Les traitements sont disponibles dans notre pays. Lorsqu'une personne, lorsqu'on découvre cette maladie chez une personne, en fait, lorsqu'on le découvre à temps et on administre, on leur donne des médicaments à temps, on les sauve. Ils peuvent mener une vie normale, ils peuvent se marier et ils peuvent avoir des enfants non contaminés, des enfants sains. Oui, parce ce qu'il faut comprendre aussi avant d'écouter, parce qu'il y a l'appel à la prière dans quelques instants, et ensuite on écoutera votre deuxième interlocuteur, c'est qu'on explique un petit peu comment ça commence. Ça commence par un virus, donc un VIH, qui peut ou ne pas transformer pour simplifier les choses, en sida. Avant d'arriver au stade sida. Justement, exactement. On les appelle, en fait, c'est le VIH, en fait, quand on est atteint. Oui, séropositif. Séropositif, voilà, c'est l'état séropositif. Donc, c'est à ce moment-là, c'est à ce stade qu'on peut mener une vie normale. Tout à fait normale. Puisqu'il y aura un suivi, le suivi des experts et le traitement. Et donc, on peut mener une vie normale. Voilà. Et il y en a avant d'arriver
au stade SIDA. Le stade SIDA, il y aura des complications et la fin, malheureusement, c'est la mort. Exactement, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de traitement miracle pour traiter donc le sida. Malheureusement, oui. Malgré toutes les recherches, malgré tous les essais qui sont faits à travers le monde, pas encore. Il y a des traitements aujourd'hui, le traitement qui coûte d'ailleurs, il faut le dire, excessivement cher. Et l'État algérien les ramène chaque année. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Algérie, en fait, l'Algérie ne fait pas de distinction. Aujourd'hui, si on prend par exemple à Tamanrasset, même les personnes qui viennent en fait, des autres pays on va y revenir. Bénéficient de ce traitement. Et Sourier, vous êtes sur Canal et on parle d'un sujet très important, santé bien évidemment. Dans la chronique de Hassan Chemache, votre santé, puisqu'il est question donc de la journée mondiale de lutte contre le sida. Hassan a commencé à tout nous expliquer. Donc on en était au dépistage, n'est-ce pas? Oui, qui est très important. On parlait du dépistage, de l'importance du dépistage. Vous imaginez lorsque une femme enceinte, elle se fait dépister, on découvre qu'elle est atteinte. Il y a un traitement justement pour éviter qu'il y ait transmission vers le fœtus, le bébé. C'est extraordinaire. Vous voyez l'importance du dépistage. Exactement. On va écouter. Les centres sont, en fait, sont là. Nous avons des centres. L'Algérie a mis en place tous les moyens pour encourager le dépistage. Et le dépistage se fait en fait de manière anonyme. Oui, c'est ça. Ça, il faut le rappeler. Pour encourager en fait les gens à se faire dépister. Oui, pour les encourager. Pourquoi? Parce que justement, il y a un point sur lequel nous allons revenir, celui de la stigmatisation. On va le développer juste après avoir écouté donc votre deuxième interlocuteur, Hassan Chemache, qui est donc... le docteur Lies Akhamour, qui est chef de service infectieux à l'hôpital de Tamanrasset. Voilà, et on écoute ce qu'il nous dit, docteur Lies Akhamour. 27% des patients qui sont suivis et pris en charge à Tamanrasset sont d'origine étrangère, subsaharienne, de 13 nationalités. Le traitement VIH qui est disponible au niveau du centre de référence est donné gratuitement et de manière universelle, quelle que soit la nationalité, quel que soit le statut. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de cas, parce qu'on a quand même un dépistage qui est de plus en plus efficace. C'est très important de se faire dépister. Pourquoi? Parce que si on se dépiste au début de la maladie et on prend le traitement, on stoppe l'évolution de la maladie. Si on se dépiste et on est au début de la grossesse, on peut arrêter la transmission et protéger l'enfant qui sort indemne. Et si on se dépiste au début, on peut éviter de transmettre la maladie, surtout à d'autres personnes. Voilà, donc il a tout dit finalement. Il a résumé l'importance de se faire dépister. Oui. Vous avez même des exemples sur ça par rapport à la stigmatisation, puisque ça se suit. Aujourd'hui, on est obligé de dire les choses telles qu'elles sont. Et là, suivez le regard de notre psy, l'œil du psy, qui pourrait en dire des choses sur cela. Il y a des gens qui ont peur d'aller se faire dépister, parce que d'abord, ils ont peur de découvrir qu'ils ont attrapé le virus, et surtout, comment ces personnes vont être jugées par les autres, parce qu'on en est encore à ce stade de juger une personne qui est atteinte et d'en avoir peur et de ne pas s'en approcher, etc., etc. Vous savez, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que cette maladie reste taboue. Et en fait, la population, en fait, les gens, dans leur tête, lorsqu'une personne est atteinte de cette maladie, il faut qu'on s'éloigne d'elle. On a peur. Justement, il faut toujours rappeler les modes de transmission. On a dit qu'il y a transmission sexuelle, sanguine et de la mère à l'enfant. Donc si vous avez une personne devant vous atteinte du sida, ne craignez rien. Il ne va pas vous transmettre la maladie. Aujourd'hui, les personnes atteintes de cette maladie sont rejetées. Il y a des cas, il y a des exemples en fait. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le mouvement associatif, avec des associations, ils nous racontent. Moi, personnellement, dans le cadre de mes reportages, j'ai rencontré un jeune homme de 40 ans atteint du VIH-Sida. Il avait une rage de dents. Alors, il est parti voir le dentiste. Il a commencé par le privé. Il part, c'est lui qui raconte. Il attend. Il était dans la salle d'attente. Il a attendu. Le monsieur lui a demandé d'attendre. Arrivé son tour, le médecin lui dit je vous conseille d'aller chez le public. Vous serez mieux pris en charge. Le monsieur est parti vers le public. Il avait bien sûr le justificatif. Il se présente à chaque fois qu'il est atteint du VIH-Sida. Il est parti voir, puisqu'il avait une rage, il est parti chez le public. Le public lui a dit de préférence
partait chez le privé. Donc chacun l'a envoyé monsieur- chez l'autre. Le monsieur, quand quand il s'est retrouvé dans cette situation, il a décidé de changer de dentiste, de partir chez un autre dentiste et de ne plus se présenter. Bonjour les dégâts, vous imaginez? Donc il n'a pas dit... Il n'a pas dit qu'il était atteint Il voulait juste se débarrasser du mal de dents, et de peur que le troisième dentiste Le rejette. renvoie, le rejette. Il a décidé de ne Et là, il y a encore plus de dégâts. plus de dégâts, parce que vous imaginez le médecin avec le matériel. Là, il y a le danger de transmettre la Bah maladie oui, vers... bah oui, parce qu'il l'ignore en plus. Il l'ignore. Donc c'est pour ça qu'il faut le dire, qu'il faut se vous voyez, dépister. Parfois, il y a même des femmes enceintes rejetées des structures de santé. Ouais. De Justement, peur. j'aimerais avoir l'œil du Oui. psy sur ça. Ce n'est C'est pour ça que c'est important de sensibiliser justement et d'en parler comme on le fait ici et pour aider les professionnels de santé à ne pas avoir peur justement de cette maladie parce que ce sont les premiers à devoir prendre en charge ces personnes-là qui méritent d'avoir des soins comme tout le monde. Et il y a deux choses en général qui empêchent les gens quelque part d'aller se faire dépister. Et ça, c'est valable, j'ai envie de dire, même dans la santé mentale, où on l'avait vu avec le Covid, où c'était un petit peu tabou. D'abord, c'est la peur de faire face à une réalité qui fait peur, qui peut déranger, qui peut venir bousculer tes habitudes, les ta vie. habitudes, absolument. Et deuxièmement, c'est le regard de l'autre. De l'autre. Et, voilà. Et le regard de l'autre, ça fait des dégâts. Enfin, la peur du regard de l'autre, parce que ça nous empêche, ça empêche les gens de se soigner correctement, de se faire dépister, traiter. Mais si je vous entends, le Dmia, en fait, il y a un problème des deux côtés. Parce que la personne qui est atteinte a peur du regard des autres, Oui. et les autres continuent à la regarder de cette manière. fait. Donc finalement, il faut traiter qui? L'un ou Tout le l'autre monde. ou les deux? En fait, c'est pour ça que la sensibilisation, ça concerne tout le monde. Et je vais vous dire, la personne qui, elle, a peur d'être rejetée, c'est que probablement elle-même pourrait rejeter. Nul n'est à l'abri, enfin, Et ouais, faut le dire. donc comme elle, peut-être qu'elle a ce regard-là un peu biaisé sur les personnes atteintes, elle l'aura sur elle-même et elle va se dire que les autres aussi l'auront sur elle. D'accord. Donc en psychologie, on en parlera peut-être un jour, il y a un phénomène qu'on appelle de projection, on va projeter sur les autres nos propres peurs. Et D'accord. donc c'est un peu ce qui arrive dans ces cas-là. Très bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à Hassan Chemmesh par rapport à cette... En fait, aux personnes qui rejettent ces personnes atteintes, vous pouvez vous-même tomber malade, en fait. Vous pouvez l'avoir. Même le personnel de santé aujourd'hui n'est pas à l'abri. Surtout ceux qui travaillent dans les labos. En fait, quand ils manipulent avec les seringues, accidentellement, ils Oui. peuvent être atteints, ils peuvent être... Un accident, ceux oui. qui travaillent dans les labos, justement. Donc, nul n'est à l'abri aujourd'hui. Il faut donc sensibiliser, il faut parler de cette maladie. C'est l'affaire de tous, Sans tabou. l'affaire de tout le monde en fait, pas seulement du ministère de la Santé. Il faut parler de cette maladie tout au long de l'année. Il ne faut pas attendre le mois de décembre pour en parler. Oui. Voilà. Très bien. Même les jeunes s'y mettent. Hein. Il y a eu un collectif SIDA, si vous vous souvenez, qui a beaucoup ces jeunes artistes qui ont chanté. Parce que même l'art peut aider à sensibiliser, à encourager à aller se faire dépister. Et on a vu des artistes plusieurs fois engagés. Et d'ailleurs, pour clore votre chronique en beauté, Hassan, d'ailleurs, on va vous garder, vous allez rester avec nous. Oui, Hassan. On va dire un mot sur le traitement en fait. Oui. Sur le traitement, comme disait Qui est disponible. Qui est disponible. Et surtout pour tout le monde. Pour tout le monde, sans distinction. Et gratuitement, comme le disait, au niveau en Oui. tout cas des structures. Efficace aussi. Oui. Ça freine l'évolution de la maladie. Comme le disait Dr Donc, Al-Famoun. Les centres de dépistage sont disponibles. Allez-y. Donc allez-y, faites-vous dépister. dépister. Les traitements sont disponibles. D'accord. Voilà, c'est Hassan Chemmesh qui vous le dit, lui qui a fait beaucoup de terrain et qui a rencontré voilà, tout, que ce soit le personnel médical ou les personnes qui sont atteintes. Merci Hassan, vous restez avec nous. On va quand même écouter et revoir, se remémorer cette bande d'artistes du collectif. Alors je ne me rappelle plus très bien du nom du collectif, je vais vous le dire juste après, mais en tout cas ce sont des jeunes qui à chaque fois chantent pour sensibiliser et ils ont un message à transmettre aux jeunes et ça aussi c'est très important. On écoute un petit extrait de leur chanson, l'une de leurs chansons. شفناه اليوم الوين زمان مشى وتوتر ما بغات تشوف العيد
ويعلق حدا فيها ركاب يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كنا خوا قوموا في الحين يا ناسنا يا سامعين بصارنا لرب العالمين يا ناسنا يا سامعين كلنا واحد بكم حسين يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كلنا خوا قوموا في الحين يا ناسنا يا سامعين صارنا رب العالمين يا ناسنا يا سامعين كلنا واقفين اليوم في الحين طول الحل بعيد شحال واحد كيفك فكر هذا النور معهوش جديد لازم نحضره قبل ما يكتر يا فلان غير حل العين وجيب الفعل كبر بصايا من قلب كبير خير من ده ما تزيد لك أكتر واليوم رانا شادين اليد في اليد للهم واقفين وإذا بقينا ساكتين شي ما يتغير في الحين يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كنا خوا قوموا في الحين يا ناسنا يا سامعين صارنا لرب العالمين. Voilà, c'est le collectif Lied Filied. D'ailleurs, c'est marqué. Hein, à chaque fois, il tenait des pancartes. Et d'ailleurs, une petite pensée à notre collègue aussi de la radio, de la chaîne 3, Yazid Aït Hamadouche, qui a beaucoup travaillé avec ce collectif, qui a créé cette idée aussi au niveau de la chaîne 3. Et on salue tous ces artistes. Il y en a eu beaucoup d'autres parce qu'il y a eu, je crois, 4 ou 5 chansons pour passer un message, justement. Parce que des fois, on dit, Hassan Chemèche, que le message vers un jeune passe mieux si c'est un jeune qui lui transmet ce message. C'est-à-dire jeune. Ça passe mieux. Oui, ça passe mieux, oui. C'est vrai? Oui. Très bien. Donc voilà, on va tout de suite passer à la chronique, donc l'œil du psy, avec Ledmiya Mbarek, je rappelle, qui sera avec nous chaque lundi et qui a participé un petit peu à la chronique de Hassan Chemèche. Et c'est vrai que ce que vous avez dit, c'était très, très important. Et justement, en parlant de psychologie, puisque c'est le sujet du jour, pour un petit peu éclairer le téléspectateur sur ce qu'est la psychologie, parce que comme on parlait tout à l'heure de ces personnes qui ont peur d'aller se faire dépister, on pourrait en dire autant sur des personnes qui ont peur d'aller consulter un psychologue, déjà, un psychologue, sans parler du psychiatre. Mais là, on en est au psychologue. Oui, absolument. D'abord parce que c'est tabou. Les personnes, justement, comme elles confondent psychiatre et psychologue, souvent elles disent moi j'ai pas une maladie mentale, donc j'ai pas besoin d'aller consulter. Donc c'est un frein. Encore une fois, le regard de l'autre. D'ailleurs, j'ai parfois des patients qui viennent de très loin pour ne pas consulter dans leur région parce qu'ils ont peur que d'être stigmatisée. Exactement. Voilà, j'ai une maman qui m'a dit, moi ma fille elle se mariera jamais si les gens savent qu'elle va voir un psy. Donc elle fait des centaines de kilomètres pour aller voir un psy totalement en dehors de sa wilaya, carrément. Ouais. D'accord. Oui. Voilà. Donc alors avant justement de parler, Ludmilla, de la différence entre ce qu'est un psychologue et un psychiatre, ou la psychologie et la psychiatrie, j'aimerais aussi qu'on parle de la santé mentale dans le monde, si vous le voulez bien. Oui. Parce que là, il s'agit de santé mentale. Oui, là j'ai quelques chiffres à vous donner, des chiffres de l'OMS. Donc on aurait 900, ça c'est des chiffres de 2019, 970 millions de personnes dans le monde qui seraient atteintes d'un trouble mental, ce qui est énorme, et ce chiffre-là a augmenté pendant et après le Covid. Et par exemple, les troubles anxieux et dépressifs ont augmenté de 25% dans le monde. Donc je vous laisse imaginer. Après le Covid. Ah oui, après le Covid. D'ailleurs, moi-même, j'ai remarqué des consultations différentes, plus d'hommes qui venaient consulter pendant et après le Covid par rapport à avant. Pourquoi ? Donc, je pense que le fait d'avoir été confinés, c'est quelque chose dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Oui, vous avez travaillé, j'imagine, sur ça, non ? Oui, beaucoup, durant la Covid. En fait, cette pandémie a laissé beaucoup de séquelles. Beaucoup de séquelles chez nous. Beaucoup aujourd'hui souffrent. 4 ans après, on souffre. Beaucoup de personnes ont des troubles psychologiques, justement, à cause de
du confinement, Absolument. à cause de la peur aussi, le choc. L'anxiété, Beaucoup ouais. de familles ont perdu leurs proches. Leurs proches, Du c'est coup, ça. il y a Donc des c'est le séquelles choc aujourd'hui. qui est resté. On appelle post-Covid en fait, c'est Ouais. des séquelles post-Covid. C'est ça. Donc on a des deuils, on a de l'anxiété, beaucoup plus, des anticipations, de l'hypervigilance, c'est-à-dire que les gens sont vraiment, ils font attention à tout beaucoup plus. Ouais. On a eu quand même pas mal de décrochage scolaire parce que les enfants ont été coupés dans leur rythme habituel. Voilà. Donc tout ça, ça a bouleversé un petit peu. Ça a totalement bouleversé. D'ailleurs, ça a même bouleversé le travail, puisque maintenant, il y a le télétravail depuis Covid. Donc, ça a ouvert aussi le champ à d'autres possibilités, mais aussi à d'autres inconvénients Mais avec des pathologies. On qui vont pourrait avec. même faire toute une chronique sur le Absolument. télétravail. Hein. Ah bah oui, Ouais, oui, 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 et oui. tout ce qu'on peut subir si on reste trop face à Un écran. un et écran, téléphone, etc. Il y a beaucoup de sujets à développer, mais j'aimerais qu'on reste sur justement alors la maladie mentale, les troubles mentaux, c'est quoi la différence? C'est quoi exactement? Est-ce qu'il y a une différence? Alors déjà, il y a la maladie mentale et les troubles mentaux. La maladie mentale, on va dire, c'est comme une affection, pas une infection, qui peut être d'origine biologique, génétique. Et là, on parle vraiment de troubles psychiatriques comme la schizophrénie, la bipolarité, ou voire même la dépression majeure. Et ça, c'est traité par la psychiatrie. D'accord. Et il y a aussi ce qu'on appelle les troubles. Là, on peut être dans le champ de l'anxiété, du burn-out, des phobies. D'accord. Voilà. D'où la question, la différence entre psychiatrie et psychologie. Et psychologie. Pour Oui, que le alors, téléspectateur puisse bien comprendre qu'un psychologue, c'est pas un psychiatre et tout vice-versa. à fait. Déjà, le psychiatre est un médecin. Donc, il a fait ses 7 ans de médecine, plus la spécialité en psychiatrie. Et donc, c'est un médecin qui donne des traitements. Le suivi des personnes qui sont atteintes de maladies ou de pathologies mentales, elles sont suivies par un traitement médicamenteux, mais pas uniquement. C'est bien de coupler ça à une psychothérapie. On reviendra aussi dessus. Alors que la psychologie, ce sont des études universitaires. C'est sanctionné par un diplôme d'État, donc ça dure 5 ans. Et là, on étudie, disons que c'est une discipline scientifique qui étudie le comportement de l'être humain, ses émotions, ses pensées. Pour résumer. Pour faire déjà la différence Voilà. entre les deux. Et le psychologue, lui, alors il y a différents champs de psychologie, là aussi on pourra les développer peut-être à une autre fois. La psychothérapie, elle, c'est on va dire une approche, une prise en charge non médicamenteuse. C'est une approche non médicamenteuse qui va aider le patient à se sentir mieux. Oui. Donc, et ça, les patients, ces gens-là peuvent être touchés, n'importe qui peut être touché par un trouble d'anxiété ou de stress. Tout le monde peut être touché par Bah oui, au quotidien d'ailleurs. Oui, hein. au Il y a beaucoup quotidien. d'événements ou de... Oui, En fait, pour la psychiatrie et la psychologie, sont deux spécialités complémentaires. Absolument. L'une complète l'autre. Et au niveau des structures de santé aujourd'hui, au niveau des services de psychiatrie, il y a plus de psychologues que de psychiatres. Ah bon. Donc souvent, Le psychiatre a besoin du psychologue. vous travaillez ensemble Oui, on finalement. travaille Oui. ensemble. Moi, je travaille beaucoup avec des psychiatres, notamment par exemple sur la dépression ou bien même sur la bipolarité. Pourquoi? Parce que le traitement à lui seul ne suffit pas à aider la personne à se sentir, si vous voulez, à être bien dans sa vie, à avoir des outils pour faire face à ce qui lui arrive. Ouais. C'est-à-dire que le médicament, par exemple, pour quelqu'un qui souffre de bipolarité, ça va réguler quelque part la chimie, on va dire, Ouais. pour réguler ses émotions. Mais après, il a besoin d'outils pour déjà traiter les conséquences que cette maladie ou ce trouble a sur sa vie. Et ça, on le fait conjointement avec le psychiatre. Il n'est pas question d'arrêter le traitement, surtout pas seul. Déjà, il faut toujours qu'il y ait cet accompagnement avec le psychiatre. Donc vraiment, on travaille ensemble. Sauf que vous êtes plus, vous utilisez plus vos oreilles. Tout vous à fait. écoutez plus Absolument. votre patient, n'est-ce Oui, pas? oui, l'écoute fait partie du processus thérapeutique, tout comme le lien qui se crée avec la personne. Oui.
Et oui, c'est un lien de confiance. Parce qu'il s'ouvre, la personne s'ouvre à vous complètement. Oui, et alors beaucoup attendent des solutions toutes faites. C'est pour ça que là, je vais mettre un petit bémol parce que ce n'est pas du coaching non plus. Oui. Là, on attend, des fois on me dit, mais dites-moi qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je fais là ou je fais ça. Bon, en fait, le psychologue, il ne va pas vous dire quoi faire. Il va vous aider déjà à prendre conscience de certaines choses peut-être dont vous n'avez pas conscience parce que vous avez le nez dans le guidon. Nous, on est extérieur. Puis on est outillé, on est formé pour analyser aussi un petit peu ce qui ressort de l'inconscient. L'inconscient, là aussi, ça mériterait une chronique entière pour parler dessus. Il y a tellement de choses à dire. Mais aujourd'hui, le DMIA, il y a des téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent certainement à cette heure-ci. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Peut-être des personnes qui hésitent à aller voir. Je pense qu'aujourd'hui, quand elles vous ont entendu et vu parler, elles vont tout de suite changer d'avis. Parce que déjà, le DMIA vous apaise. Alors imaginez si vous l'avez en face de vous pendant, je ne sais pas combien dure en général une séance. Une heure. En tout cas, c'est 1 heure. Ah, donc vous prenez tout votre temps avec le patient. Tout à fait. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les encourager à aller consulter? C'est comme aller se faire dépister, aller consulter. Parce que beaucoup de problèmes peuvent être réglés. Enfin, si ce n'est tous les problèmes, tous leurs problèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne veux pas faire non plus des fausses promesses. Ce n'est pas tous les problèmes qui vont être réglés. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va aider les personnes à changer de rapport avec leurs problèmes, quelque part. C'est-à-dire que c'est leur perception des choses qui va se modifier et qui va modifier leur expérience. Et ce qui peut les aider à sauter le pas, déjà, c'est de se dire que c'est un trouble comme un autre. Il n'est pas plus honteux ou plus grave qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on a un problème aux yeux, on va aller voir un ophtalmologue. Là, c'est exactement la même chose. Et quand je dis qu'il y a 970 millions de personnes qui souffrent d'un trouble mental dans le monde, ça devrait aider les gens à se dire, vous n'êtes pas seul en réalité. Exactement. Voilà. Tout le monde est amené à un moment ou à un autre à souffrir de quelque chose. Par contre, ce qui est important de dire, c'est de parler de santé mentale. La santé mentale, c'est un espèce de bien-être qu'on ressent qui est subjectif. Parce que c'est un ressenti vraiment personnel et subjectif. D'accord. Et c'est un état qui permet de bien naviguer, on va dire, au quotidien, faire face aux défis de la vie. Il ne faut pas voir non plus ça comme une absence de maladie mentale. C'est pas ça la santé mentale. C'est vraiment un bien-être. Et ce bien-être, il fluctue tout au long de la vie. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas non plus une ligne continue, la santé mentale. C'est-à-dire qu'au gré de ce qui va nous arriver, une crise de Covid, la guerre qui se passe en ce moment en Palestine, et puis des événements aussi personnels, plus ça personnels. Peut être un licenciement, un deuil, un divorce, une maladie. Tout ça vont impacter le psychique de la personne. D'où la nécessité d'aller consulter un psychologue. Et l'idée, c'est pas non plus d'attendre d'aller très très mal. Parfois, on peut y aller aussi juste pour se faire du bien. Absolument. Il y en a qui viennent pour. Ils me disent, moi, je voudrais comprendre certaines choses de mon fonctionnement. J'ai cette habitude-là et je voudrais comprendre. J'aimerais l'enlever. C'est comme faire un bilan, quoi. Oui. Comment on fait un bilan c'est la même chose. Aller voir un psychologue pour pouvoir parler, dire voilà ce qui va pas. Je suis timide. Et là aussi, je mettrai un bémol. J'aimerais vraiment passer ce message parce que c'est important. Je voudrais que les gens ne s'identifient pas non plus à leurs symptômes. C'est-à-dire que quelqu'un qui souffre d'une dépression, je n'aime pas dire qu'il est dépressif. Parce que quand il dit « je suis dépressif » ou bien « je suis boulimique », ça le met dans une identité et ça le fige quelque part. Ça l'enferme dans cette identité. C'est pas la même chose que de dire je souffre de boulimie ou je souffre d'une dépression ou de timidité. Parce qu'il dit je suis timide. Donc en fait, on n'est pas nos comportements en réalité. Donc c'est bien de sortir de ça pour pouvoir quelque part s'autoriser à changer et les gens changent. Souvent on me dit mais c'est mon caractère. C'est ma personnalité. Moi, je le dis souvent. Non. C'est pas comme ça. C'est pas mon caractère. C'est des choses, des comportements, ça se modifie, ça évolue, ça bouge. C'est pas figé.
Très bien. Donc voilà, oui, Hassan. Il n'y a pas de honte en fait d'aller consulter un psychologue. Aujourd'hui, comme aujourd'hui les familles ont leur médecin, médecin de famille, on l'appelle. On a notre ophtalmologue, on a un. Oui, médecin de famille. On peut avoir notre psychologue. Oui, parce que vous pouvez avoir un enfant, par exemple, insomniaque, un enfant qui n'arrive pas à dormir, vous partez consulter un psychologue. Exactement. Il vous aidera. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de honte. Pas que ce soit un tabou. Au contraire, il faut que ça fasse partie de notre mode de fonctionnement, d'une culture, quoi. La culture d'aller voir un psychologue. C'est un soin comme un autre, donc il faut le démystifier, voilà, ne pas le voir comme quelque chose de... Oui. Et aussi comme une faiblesse, parce que très souvent, et là je m'adresse particulièrement aux hommes, parce que eux, vraiment, ils ont cette injonction de la société qui doit, et qui leur inculque qu'il faut être toujours fort quand on est un homme, on n'a pas le droit de craquer ou d'être triste, et du coup j'ai envie de leur dire, débarrassez-vous aussi de cette idée reçue pour vous autoriser la vulnérabilité, pour justement pouvoir traiter ce qui est à l'origine de ça. Parce qu'avant tout, vous êtes un être humain. Absolument. Tout simplement. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, je dirais même qu'il faut du courage. Pour pouvoir le faire. Beaucoup de force et de courage pour aller passer le pas de la porte chez le psy. Eh ben, merci beaucoup, Ledmia Mbarak. C'était passionnant, intéressant, tout comme la chronique de Hassan Chemaj. Finalement, j'ai bien fait. Hein, vous passerez comme ça tous les deux. C'est bien, ça marche bien les deux. Très bien. Ben, on vous retrouvera lundi prochain avec beaucoup de plaisir. Hassan Chemaj également, n'est-ce pas? En tout cas, chez nous, vous serez là lundi, chez les autres, tous les jours. Voilà, merci. Mais nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est chez nous. Donc, dans l'émission Souriez, vous êtes sur Canal. Hassan Chemaj sera là avec une autre thématique, santé, bien évidemment, dès lundi prochain. Merci à vous tous, bonne semaine et à lundi. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, on va écouter un petit peu de musique. Et ben, la musique aussi, ça fait du bien. Vous nous direz un jour dans une chronique, il y a beaucoup de psychologues qui utilisent la musique comme moyen de traitement. Alors oui, et c'est marrant que vous me posiez la question. Tout à l'heure, avec votre invité, je discutais, et, qui est artiste. Donc, et virtuose. Oui, et il m'a dit que lui était très intéressé et utilisait la musique en thérapie, donc musique-thérapie. Musicothérapie. Musicothérapie, donc ça serait intéressant qu'on fasse quelque chose là-dessus. Super, eh ben voilà, comme quoi pendant l'émission on a eu des idées. Merci beaucoup Ledmia. On va l'écouter justement, enfin l'un de ses titres, il en a tellement, il compose tellement, il joue tellement bien, il va vous apaiser lui aussi. Il s'agit de Oussama Bessissa qu'on va retrouver dans quelques instants.
rattrapera juste après. Là, on a écouté une chanson, bien sûr, qui est d'actualité, puisqu'on allait la passer tout à l'heure. Il s'agit, bien sûr, de Nabil. Alors, Nabil, Benz, il s'appelle comme ça, Nab Benz, c'est son nom d'artiste. Il vit à Marseille et lui aussi, il est très investi et très engagé pour la Palestine. Et on vient d'écouter une chanson Enfant de Palestine. Elle est juste bouleversante, elle est juste très émouvante. Et tout de suite, place justement à notre invité, notre artiste, notre virtuose, Oussama Bessissa, qui est avec nous. Bonjour Oussama. Bonjour Lilia. Ravi que tu sois là, enfin, Bonjour que vous soyez là. C'est dur. Ça va, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Très élégant avec le... Ah, en plus, j'adore. Oh là là, regardez-moi ça. Le oud, comment il est... avec quoi il est attaché. Oh là là, c'est un kiffier ça. Ouais. Kofiya. Ah, ouais. magnifique. C'est la touche, voilà, Palestine, comme quoi la Palestine est toujours présente dans l'émission Souriez et puis dans le cœur des artistes comme celui qui est Oussama Bessissa. Alors, comment le présenter, Oussama Bessissa? Il faudrait toute une page, mais moi je vais juste résumer et dire que voilà, c'est un virtuose. C'est une personne pas comme les autres. C'est un artiste... très particulier, très original. C'est un artiste qui nous fait du bien, qui nous apaise, qui nous emporte, qui nous fait voyager, qui nous bouleverse même et qui bouleverse nos émotions, puisqu'on parlait tout à l'heure d'émotions avec notre psy. Musicien, compositeur, arrangeur, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ça ira. Ça va, bzaf. Et il est avec nous pour nous parler, il a différents projets. Alors c'est ça. Moi, la question que j'aimerais vous poser, Oussama, c'est que vous êtes sur plusieurs projets depuis toujours. Vous avez plusieurs projets en même temps et vous vous en sortez, ça va? Vous arrivez à gérer tout? J'essaie de m'en sortir, à gérer plusieurs projets. J'aime être créatif et expérimenter d'autres nouvelles sonorités, nouveaux horizons dans la musique. Et vous vous retrouvez dans tous ces projets? Parce que vous les faites bien en plus. Il n'y a pas de fausses notes. Oui. On essaye quand même. Ouais. Mais c'est quoi, vous? Quel est votre rapport avec la musique? Quel est votre rapport avec cet instrument? C'est une ancienne histoire. C'est une histoire d'amour avec cet instrument. Ouais. En fait, la maman, Allah yarhamha, elle jouait du piano. Elle a toujours rêvé de jouer et avoir un oud. Et elle n'a pas eu cette chance, donc je l'ai exercé. Pour elle? Pour elle, oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Est-ce que vous avez déjà composé un titre qui va dans ce sens, pour raconter cette histoire, par exemple? Pas encore. Pas encore. Mais est-ce que ça fait partie de vos projets? Possible. Vous y avez pensé? Oui, je ne suis pas très personnel dans mes compositions. Et pourtant, vous devriez. Parce que déjà, quand vous dites « je ne suis pas très personnel », c'est-à-dire vous ne parlez jamais de vous en musique? Non, jamais. Pourquoi? Je sais pas. C'est rare pour un artiste. En général, les artistes, ils parlent beaucoup ou ils s'inspirent de leur propre vécu pour le transmettre soit en texte, soit en composition musicale. Mais je m'inspire beaucoup plus de la mythologie, de l'histoire, de la philosophie. Du sophisme aussi. Du sophisme aussi. Vous êtes très porté sur ça également. Ouais, le mysticisme, non. Absolument. Aussi. Mais moi, je vous conseille de composer un titre sur cette histoire que vous venez de nous raconter parce que je suis sûre que ça va être très, très, très émouvant. Il faut oser le faire. D'accord. Donc, l'univers finalement de Oussama Bessissa, c'est quoi? Parce que quand on écoute votre musique, on ne sait pas vraiment où on est. On est partout dans le monde. C'est dû à mes anciennes expériences ou mes influences. Autant quand j'étais ado, j'ai commencé par du hard rock. Ensuite, carrément. Oui. Rien à voir. Hard rock. Oui. Après, c'était la musique folklorique, Allah, Gombri, des expériences de théâtre, de Google. Après, j'ai expérimenté d'autres styles. Et vous avez retrouvé votre propre style, le vôtre. Maintenant, aujourd'hui, quand on vous écoute, on sait que c'est vous. Vous êtes devenu quand même une référence, parce que ces derniers temps, on parle beaucoup de vous. Même si vous êtes vraiment dans la discrétion. D'ailleurs, c'est ça, j'ai posé 3 questions en même temps. Désolée, ce n'est pas de mes habitudes, mais je vais aller étape par étape. D'abord, pourquoi la discrétion? Vous êtes quelqu'un de très discret, qui ne fait pas trop parler de lui, très discret. Certainement, c'est dû au style que je suis en train d'exercer, parce que ce n'est pas un style très commercial. Peut-être c'est dû à ça. Très commercial, non, attendez. Qui n'est pas très commercial. Qui n'est pas très commercial, peut-être pas encore chez nous.
Mais par exemple, en Orient, c'est un style qui marche bien. Si on prend quelques pays de l'Orient, ça marche bien. Oui ou non? La musique instrumentale n'est pas très demandée. Très demandée, oui. Pourquoi, à votre avis? Pourtant, on a des mélomanes. Il y en a beaucoup, mais les musiciens... Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de concerts pour ça? Ça pourrait changer les choses s'il y avait plus de concerts. Absolument. Et si on laissait plus les musiciens se produire sur scène. Exactement. Qui ne sont pas accompagnés forcément d'un chanteur. Il y a des festivals qui sont dédiés à la musique instrumentale ou expérimentale. Oui. Et ce serait bien aussi de créer carrément un festival où il n'y a que de la musique. Pourquoi pas, Inch'Allah. Oui. Ça n'existe pas non, chez nous encore. Il y a le Dima Jazz, mais... oui, mais Dima Jazz, il y a des paroles. D'abord, c'est un festival qui n'existe plus, et on souhaite son retour, je l'espère. Et de deux, il y a des chanteurs dans le Dima Jazz. Mais là, c'est uniquement de la musique. Ce serait génial, hein? Oui, ce serait top. Eh bien, voilà, Oussama, il est très, très réservé, et pourtant, pour moi, c'est un immense artiste. D'ailleurs, on va regarder un extrait de l'un de ses clips, un clip que j'adore. Alors, le titre, c'est Traveling, exactement, en noir et blanc. Vous nous direz pourquoi vous avez choisi le noir et blanc, d'ailleurs? C'est fait exprès ou c'est... Non, c'était... Comme ça. C'était comme ça. Parce que ça fait bien. Ça fait bien. Ça fait joli. Ça fait joli, Très bien. Ça va avec votre personnalité, je pense. Ouais.
J'ai juste envie de dire pi, pa, voilà, j'ai envie de le dire. Waouh, c'est magnifique, c'est du lourd ce que vous nous proposez là, Oussama Bsissa. Et ça se marie bien finalement, le goumbri, la batterie, le oud. Oui, Hein? il faut savoir fusionner, il faut oser aussi. Il faut oser, Il c'est faut ça. oser. Et vous avez osé. J'ai osé, Et ça ouais. marche plutôt bien. Et on sent le changement de, comment on appelle ça, le changement de rythme? Changement De style aussi. Oui, Vous changez aussi de style. c'est ce qu'on appelle du progressif, mais dans un sens très acoustique. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, vous nous faites voyager. Voyager à travers déjà les styles de musique et voyager à travers le monde, dans différents pays. Alors, si on revient sur le projet Les Santer, d'abord, c'est ce qui nous intéresse parce que c'est le plus récent. D'ailleurs, on attend un concert très prochainement, je l'espère. Je ne vais pas annoncer de date, je vous laisserai le soin de l'annoncer dès que ce sera Inch'Allah. fait. Mais c'est normalement prévu pour le début de l'année 2025. Inch'Allah, Pour ça va bien pour, débuter. pour la fin janvier, début février, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on rappelle ce projet-là, les Sanatir, Ce- parce qu'on avait reçu la danseuse Samara, Oui, donc, qu'on salue. Donc, elle est partenaire et elle fait partie de ce projet. Le projet, il tourne d'un album qui a été composé pendant le Covid, et dont j'étais inspiré du grand livre du poète Khaireddin Lattar, Le Cantique des oiseaux. Oui, Et je voulais expérimenter cette musique, mais à travers, c'est-à-dire en rajoutant d'autres disciplines comme la danse ou l'art digital. Et par la suite, j'ai rencontré Samara. Elle était intéressée par la musique, elle a accepté de collaborer. Et, donc elle va danser. elle va danser, oui. J'imagine qu'elle a dû préparer toute une chorégraphie, Oui, connaissant le talent de Samara, qui Exactement. est, je le rappelle, une Ouais. danseuse de flamenco, Ouais. n'est-ce pas? C'est un projet qui a été subventionné par AFAC et par l'ARC. Oui, Et- d'ailleurs, vous avez répété souvent au Ouais, niveau ouais. de l'arc. Ouais. Oui, je ne sais pas si on a, parce qu'on avait un reel sur les répétitions, Hajar, elle va me dire la script. J'aimerais bien qu'on voit, si c'est possible, le reel où vous répétez, parce qu'il y a avec vous le percussionniste Faisal Gawa, Faisal par Gawa, exemple. oui, Il y a ouais. aussi Il y a Yazid Ben Yahya qui est mon cousin qui a la guitare. à la guitare. Et pour l'art digital et la projection, c'est Studio Chimbo, Très bien. Riyad Abdelwahab. Très bien, on regarde donc le reel. C'est très sympa lors des. C'est quoi ça? Une répétition, ce que vous êtes en train de faire? On était en train de monter les chorégraphies avec la musique. Très bien, on y va. Regardez, c'est juste, c'est passionnant. Vous êtes prêts? Alors, je rectifie. Alors ça, c'est pas les répétitions. Ça, Non, c'est une session live. Ça, c'est une session live. On était en train de travailler sur le projet avec les musiciens. Donc c'est une répète. C'est une répète. C'est une oui. sorte de C'est une répète. sorte de Donc répète, voilà. exactement. Sauf que là, il n'y avait pas Samara. Il n'y avait pas Samara. Et en général, comment ça se passe avec Samara? Elle assiste avec vous, elle danse, elle aussi, pas? Oui, elle a travaillé sur quatre thèmes. Oui. Et elle vient souvent pour répéter. Oui, parce que depuis, elle fait beaucoup d'allers-retours. Oui, Hein. on travaille En étroite collaboration. ouais, en collaboration, voilà. Donc j'imagine que ça va être beau le résultat. Inch'Allah, on Le l'espère. spectacle. Très bien. On écoute un petit peu de Oud, puisque vous l'avez ici, avant de regarder un autre extrait d'un live. Vous avez beaucoup de matière hein, sur votre blog. Vous avez un blog, hein. Blog, une page. Non, page, c'est des pages. Mais elle est bien alimentée, je veux dire. Ouais. Si vous voulez vraiment découvrir tout l'univers de Oussama Bsissa, il faut aller sur sa page Instagram et vous allez vous régaler, tout simplement. Parce que nous, on ne peut pas tout vous passer, sinon il nous faudrait 3 à 4 heures d'émission. Bzaf. On écoute? Ça va être quoi?
là. Oh. Ouais, vous donnez des larmes aux yeux. À la balle, mais c'est incroyable. Non, mais j'ai beaucoup reçu hein, depuis des années que je suis à la télé, beaucoup d'artistes qui jouent le oud, beaucoup, même de l'étranger. Mais je crois que j'ai jamais ressenti cette émotion. C'est incroyable. Il y a quoi dans vos doigts? J'ai pas compris parce que je me rappelle pas si c'était un jour Abdelhakim Steps. Je crois que c'est lui qui m'avait dit que vous aviez une technique très spéciale quand vous jouez au oud. En fait, le oud, ça se joue avec ce qu'on appelle richa. Voilà. Richa. Et Et vous, non? Non, je joue avec mon pouce et mes doigts. C'est-à-dire qu'en général, tous les musiciens jouent avec richa. Oui, oui. Sauf vous. Peut-être que vous êtes le seul. Apparemment, oui. Apparemment. Et comment vous arrivez à le faire? Je me suis habitué à cette technique. Ça fait pas mal aux doigts? Non. Très bien. Non, mais je parle aussi de... Il y a peut-être une sensibilité à sentir les cordes. Justement, je parle de la technique d'abord, mais je parle aussi de l'émotion. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est quoi votre secret de donner autant d'émotions quand vous jouez le oud? Parce qu'on est emporté. Moi, j'étais vraiment... Je suis partie très loin. C'est l'amour de la musique, l'amour de l'instrument. C'est de l'amour, on le ressent en vous, mais c'est juste incroyable. Ça va être comme ça durant le concert. Oh là là. Bien sûr. C'est magnifique. Mais Oussama, vous avez commencé comment le oud, en autodidacte ou... Oui, en autodidacte. Ouais. Autodidacte. Oui. Donc pas de conservatoire, pas de conservatoire. Et pourtant, on dit souvent que le oud, c'est pas un instrument facile. On a peur. C'est un instrument qui nous fait peur. On veut pas trop s'approcher au oud, même si on veut s'en approcher, mais c'est un instrument qui reste impressionnant, peut-être un petit peu compliqué par rapport aux autres. Je pense qu'il faut aimer l'instrument, il faut avoir de la passion, il faut être motivé pour jouer. Il n'y a pas de limite. Et donc vous étiez motivé, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous le maîtrisez très bien. C'est votre meilleur ami, j'imagine. Je pense, oui. Oui. D'accord. On regarde, allez, on va encore en avoir de l'émotion, cette fois-ci à travers un live. Pardon, désolé pour... Il n'y a rien, ça va. Donc, on va regarder un live, un extrait d'un live aussi. Vous en avez plusieurs des lives. En fait, c'était le concert de la sortie de l'album Astral Vice Conspiration en 2018. 2018. Après, je remercie les musiciens qui ont collaboré. Oui. Younes Kati, Mohamed Abedi. Qu'on a vu aussi dans le clip. Rami Malouf et au technicien Abdel. Rami Malouf, c'est un Libanais. C'est un Libanais. Ça, il faut le dire, avec qui vous avez travaillé. Oui. C'est un musicien libanais. C'est un musicien libanais qui est mon ami, qui a accepté de collaborer dans cet album. Ouais. Après, même, je l'ai invité même sur le nouvel album de Lisan Taïr, sur 2 titres. D'accord. Oui. On peut voir l'album déjà Oui. Bon, je suis accrochée, je suis attachée. Bon, on va voir l'extrait ensuite, on s'arrangera pour l'album. Comme ça, je pourrai bouger, parce que sinon, la réalisatrice, elle va me dire « Ah !» Allez, on regarde et on écoute.
Voilà, encore un moment magique, magnifique. Et si vous voulez en avoir beaucoup des moments comme ça, il faut juste taper Oussama Bsissa, allez sur son Instagram. Vous allez voir des merveilleuses vidéos, du bon son, de la belle lumière. Ça fait plaisir à voir. Et puis, on rappelle les 2 albums déjà qu'on a ici dans le studio. Le premier, donc, c'est celui-là, Transmigration. Transmigration, n'est-ce oui. pas celui-là aussi, hein. Oui, il est excellent. C'est Astral Vibes Conspiracy, c'est le nom du projet. D'accord, et puis le deuxième que j'ai entre les mains. Alors celui-là, il vient de sortir et il n'y en a pas encore beaucoup des exemplaires. On aura... Lisan al-Tayr. Il y aura la sortie officielle pour le spectacle, Inch'Allah. Pour le spectacle. Et pour ceux qui se demandent, mais c'est quand le spectacle? Voilà, là on a vu la belle pochette, d'ailleurs, une très très belle pochette. Qui a été faite par Studio Timbo, dont je remercie Louis Dib et Abdelwahab. Franchement, très joli, parce qu'on comprend pas très, enfin, on comprend que c'est un oiseau, que c'est ça. C'est toujours dans le mysticisme, le soufisme. Voilà, dans le soufisme, le mysticisme, magnifique. À votre image d'ailleurs, et donc on attendra, vous attendrez, moi je l'ai entre les mains, l'album, mais vous attendrez le jour du concert, j'imagine. Sinon, il est sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes, oui. On peut le trouver partout, oui. L'album, donc on peut l'écouter déjà pour avoir une idée. Oui. Mais le live, c'est pas pareil. Allez l'écouter aussi en live, c'est autre chose. Le live, ça va être une fusion de 3 disciplines, musique, danse et art digital. Waouh, ça va être du lourd. Et on sera là avec nos caméras, bien sûr, pour tout ramener aux téléspectateurs. Merci beaucoup, Oussama Bsissa, d'avoir été avec. Franchement, c'était un plaisir. J'espère vous retrouver dans une autre émission. Inch'Allah. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà. Et bonne continuation. Un petit quelque chose avant de se quitter, on profite, mais c'est bon, allez, c'est la fin. C'est bon, merci beaucoup, franchement, merci beaucoup. On est très émus à la régie ici par voilà, le professionnalisme et surtout l'émotion qu'il dégage. C'est un artiste qu'on veut voir en concert ici à Alger et partout, et je vous assure qu'il vous fera du bien. Voilà, donc j'espère pour vous beaucoup de concerts. Merci à vous tous de nous avoir suivis, c'est la fin de l'émission. On se retrouve dès dimanche prochain avec d'autres invités. Merci à Soraya Hamoudi qui était à la réalisation, Hadjar Bessa au script, à toute l'équipe du studio numéro 7. Et rendez-vous donc dimanche prochain. N'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal, surtout aujourd'hui, souriez avec notre ami Bsissa Oussama. On y va.